Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes bien à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM qui émet sur la 100.7 depuis Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Vous êtes également sur le bouquet Canal Plus numéro 254. C'est la télévision sur TV pour suivre cette émission. C'est aussi sur la TNT du Burkina. Bienvenue à l'émission Monde Politique. Encore une fois, bonjour. Nous recevons pour vous une personnalité que nous avions reçue ici pour parler de l'administration, connaître l'histoire de l'administration, son évolution, ses forces et ses faiblesses. Aujourd'hui, il est encore avec nous, mais cette fois-ci, nous parlons de l'administration à l'épreuve du syndicalisme. Vous êtes avec M. Nicolas Zemané, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour M. Bougma, et heureux d'être là à nouveau. Merci. Vous êtes expert sur les questions administratives. Vous êtes enseignant en droit public à l'université Norbert Zongo. Vous enseignez également l'institution administrative comparée à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature à Ouagadougou. Vous avez été conseiller spécial du Premier ministre, le chef du département des affaires politiques, diplomatiques et institutionnelles. Vous avez aussi présidé le conseil d'administration du Service national de développement. Alors aujourd'hui, nous allons parler du syndicalisme, donc l'administration publique à l'épreuve du syndicalisme, comment c'est né. Et donc c'est parti, madame, monsieur, pour cette émission. Moi j'ai le plaisir de vous présenter. Pour ceux qui nous suivent à la radio, l'émission Monde Politique aujourd'hui démarre avec monsieur Nicolas Zemané. C'est parti. Alors il y a une histoire, le syndicalisme a quand même une histoire. Donc avant d'arriver sur le tropique, c'est né d'où? C'est parti de quoi? Pour qu'on ait aujourd'hui une entité sociale très importante qu'on appelle syndicat. D'accord, merci pour cette première question à laquelle je vais répondre, mais permettez-moi, avant de répondre à cette question justement liée à son origine là, de donner d'abord une petite définition de ce qu'est le syndicalisme. Voilà, quand on parle de syndicalisme, généralement il s'agit d'un mouvement, si vous voulez, qui tend à défendre un certain nombre d'intérêts, voilà, d'une catégorie ou en tout cas d'un groupe de personnes qu'on appelle généralement les travailleurs ou les syndiqués, c'est-à-dire ils seront regroupés dans le cadre de ce qu'on appelle le syndicat. Donc le syndicalisme, c'est le mouvement. Et ce mouvement, comme vous me le demandez, est né premièrement, si vous voulez, pratiquement à la fin du 19e siècle sur le continent européen. Il faut dire que nous, notre continent africain, ne connaît pas très bien ce mouvement syndical dans ces périodes parce que tout simplement nous avions des organisations socio-économiques qui ne le permettaient pas. Ce qui me permet de dire que cette naissance du mouvement syndicaliste-là est, disons, elle se confond avec la période d'industrialisation de l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le syndicalisme est né dans un système où il y avait de l'exploitation en vue de créer des intérêts pour les uns. Et d'ailleurs, les autres, c'est eux qui vont créer le syndicalisme, les travailleurs, les ouvriers, parce qu'ils se sont rendus compte que les patrons, les exploitants, les grands industriels profitaient beaucoup plus du fruit de leur travail pendant que eux, ils sont dans la précarité. Donc c'est dans ce sens que le mouvement s'est développé notamment en France, en Angleterre, en Allemagne, avant de commencer à toucher les autres continents. Donc c'était une organisation pour pouvoir faire face à, comme on appelle ça, aux enjeux économiques du moment et aux intérêts partisans du moment. Tout à fait, c'est intimement lié à un système d'exploitation. C'est-à-dire nous avons d'une part des travailleurs et de l'autre part des patrons. Et les patrons qui utilisent les travailleurs pour faire des bénéfices arrivent parfois à ignorer les conditions de travail de ces premiers-là. Donc du coup, en tant qu'être humain, et ça c'est comme j'aime dire, le syndicalisme est humain, c'est de façon naturelle que les travailleurs ont commencé à exiger un certain nombre de conditions de travail qui prennent en compte, si vous voulez tout simplement, les droits les plus élémentaires que l'être humain en fait cherche lorsqu'il travaille. Il fallait pouvoir vivre déjà même des fruits de son travail, c'était quelque chose. Donc c'est en gros cette problématique-là qui a fait naître un certain nombre de contestations et cela s'est formalisé bien entendu avec des reconnaissances à partir de 1881 en Vénan, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir pratiquement des syndicats bien organisés. Par exemple, quand vous prenez la Force ouvrière en France, c'est un des syndicats les plus influents du système de revendication en France. Et aujourd'hui, ces forces syndicales-là tirent leur fondement justement de ces mouvements qui ont eu lieu en fin 19e siècle, début 20e siècle. Okay. On a aussi vu des syndicats chrétiens, c'est-à-dire croyants, donc des syndicats qui sont nés aussi dans le domaine, dans la sphère religieuse. Qu'est-ce qui explique une telle situation? Parce que, à ma connaissance, les religieux là aussi n'avaient pas
Peut-être qu'ils avaient des usines, je ne sais pas, mais comment est-ce que c'est né dans le milieu religieux? Non, c'est pas né dans le milieu religieux, c'est né sous l'influence du milieu religieux. Ah oui. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, sachez que le syndicat a toujours été, si vous voulez, la partie la plus marginalisée du système d'exploitation. Et quand vous prenez l'exemple de l'Église, on pourrait aussi en parler un jour de la mosquée, mais quand vous prenez l'Église a toujours défendu les droits des plus faibles. Jusqu'à une date récente, en tout cas, l'Église, ça a toujours été la défense des personnes les plus faibles. Donc le mouvement syndicaliste d'inspiration chrétienne là avait pour leader un certain nombre de personnes qui étaient proches de l'Église à la fois chrétienne et protestante, qui défendaient les droits des plus faibles. Bien sûr, si on prend le 18e, 19e siècle, vous n'ignorez pas que effectivement l'Église avait un rôle très important dans les États d'alors. Donc c'est plus l'influence des pensées chrétiennes qui ont aidé des syndicats à construire leur lutte sur des valeurs reconnues d'ailleurs par Dieu. Donc ici, c'est-à-dire que l'Église, les croyants ont aidé les syndicats à mieux se défendre, ou bien ont pris une part active à la lutte syndicale? On peut dire qu'ils ont pris une part active, puisqu'ils ont conduit des mouvements, ils ont suscité des pensées, ils ont inspiré des luttes, mais pas dans le sens où l'Église était exploitante, pas dans ce sens-là. C'est plutôt dans l'influence du mouvement syndical. Je dis une fois de plus, il suffit de citer par exemple un monsieur comme Martin Luther King qui était un pasteur. Vous avez vu ça, son engagement dans la lutte par exemple pour la libération du peuple noir aux États-Unis. C'est un peu dans cet esprit que l'Église, une partie de l'Église du moins, a cherché à influencer justement, à lutter contre la misère des travailleurs, qui avant tout, si vous voulez, les travailleurs c'était des croyants, avant tout c'était des laïcs des églises. Donc c'est normal par exemple que l'église combatte le fait que les ouvriers soient obligés de travailler le dimanche, qui est censé être un jour de prière dans l'église catholique par exemple ou dans l'église protestante. Donc ces genres d'influences là ont permis effectivement à beaucoup de mouvements syndicaux d'avoir une forte légitimité et surtout de pouvoir inverser les tendances à un moment donné face au patronat. D'accord. Alors il y a ce bref résumé historique, mais on a aussi les syndicats maintenant chez nous. Comment est-ce que c'est arrivé en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, et quelle a été son évolution? Disons que déjà pour l'Afrique, il faut confondre l'arrivée du syndicalisme avec l'arrivée quand même de l'exploitation coloniale. Une fois de plus, on parle là d'exploitation. C'est le colonialisme qui nous a apporté ça. Comme je l'ai dit, nos systèmes socio-économiques n'étaient pas marginalisants. On n'a jamais eu de système où il y avait un patron qui dominait à outrance, par exemple, son ouvrier ou son employé. Mais avec le colonialisme, les problèmes de l'Europe se sont déportés en Afrique, notamment lorsque le colon s'est mis à développer les mêmes activités qu'il avait par exemple chez lui. Je prends le cas de l'industrialisation. C'est vrai que chez nous, ça a pris un peu de temps avant de venir, mais les premiers mouvements syndicaux en Afrique sont nés avec l'exploitation justement si vous voulez, des sites miniers et surtout, c'est-à-dire la construction des chemins de fer. J'en ai pour preuve l'ouvrage de Samen Ousmane par exemple, qui rappelle encore la grève des cheminots, qui était pratiquement, c'est-à-dire si vous voulez, l'histoire romancée de la naissance du syndicalisme en Afrique. Parce que cet ouvrage fait le parallèle avec Germinal de Émile Zola. Voilà, avec les charbonniers aussi. Vous allez voir que c'est toujours une couche de la société, c'est-à-dire qui est marginalisée par le patronat, qui fait naître un certain mouvement de contestation qui s'inscrit dans une logique syndicale après. Donc c'est à travers le colonialisme que le mouvement syndical est rentré en Afrique et cela a évolué jusqu'aux indépendances. Comme vous le savez, sous les indépendances, nous avons pratiquement hérité de tout ce que le colon avait et on a hérité du syndicalisme que nous avons formalisé à travers la naissance, bien sûr, de certaines forces syndicales, notamment des enseignants du primaire, surtout les instituteurs. Nous avons les syndicats qui sont au niveau des transports. Par exemple, c'est l'un des plus anciens syndicats, les cheminots, par exemple, qui aujourd'hui encore continuent de mener des luttes pour les meilleures conditions de travail de leurs membres. D'accord. Donc le syndicalisme est rentré chez nous avec la colonisation. Tout à fait. Voilà. De l'autre côté, c'était l'industrialisation. Ici, il y a une faiblesse dans l'industrialisation, ce qui fait que les syndicats sont beaucoup plus dans l'administration publique. Nous allons revenir sur cette question. Alors, il est décrit que nos systèmes politiques, les partis politiques, même les dénominations
sont similaires, ont parfois les mêmes dénominations trait pour trait avec les partis politiques de l'autre côté. Donc il y en a qui plaident pour une déconnexion, qui disent qu'il faut réorienter l'agir politique pour tenir compte des réalités sociales, alors que sur le plan syndical c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, écoutez, la question elle est bien à propos vu l'actualité dans laquelle nous sommes. Effectivement, les syndicats sont pléthoriques. Ils sont pléthoriques dans la mesure où justement c'est un mouvement qui est intimement lié aux libertés publiques. Et qui dit liberté publique, vous le savez, dans nos États, qui ont hérité de certaines valeurs démocratiques et surtout de certaines valeurs fondamentales, n'ont pas su les utiliser ou en tout cas les utilisent de façon exagérée. Donc le mal qu'il y a dans les partis politiques, ce mal se retrouve aussi dans le syndicat avec justement cette pléthore de syndicats que nous avons, principalement dans l'administration publique, hein, parce que quand vous migrez vers le privé, vous allez voir qu'il y a quand même une certaine organisation. D'ailleurs, il y a des corps, même parfois, avant de venir à cette émission, je réfléchissais, je ne sais pas, il y a des corps apparemment qui n'ont même pas de syndicat dans le privé. Bon, c'est vrai qu'il y a la confédération qui est là, on y adhère quand on veut et puis on défend ses intérêts, mais il y a certains corps, quand vous les regardez, vous ne savez pas s'ils ont des syndicats ou pas. Donc ça, c'est une remarque que je peux faire comme ça, mais je ne sais pas si votre question fait allusion à l'acquaintance qu'il peut exister, disons le lien qu'il peut exister entre le syndicat et la politique. Non, je ne suis pas encore à ce point-là. C'est juste la pléthore. C'est d'abord la pléthore, comme les partis politiques, tout à fait, mais aussi les similitudes avec comment on appelle ça. Alors que certains leaders syndicaux dénoncent le fait que notre système politique, les partis politiques sont à l'image de ceux des puissances coloniales, alors que sur le plan syndical, c'est pratiquement la même chose. Et les dénominations d'ailleurs sont parfois les mêmes choses. Ben, c'est la même recette. Je le dis souvent en filigrane, nous avons hérité de système. Et cet héritage du système nécessitait que nous rompions complètement le cordon ombilical. Ce que nous n'avons jamais su faire. Comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans une forme d'achèvement de l'œuvre coloniale, que ce soit au niveau syndical ou au niveau politique et même au niveau économique. Vous verrez que nous n'avons pas autant de créativité si ce n'est reprendre ce que les autres ont déjà fait. Donc avec ces mêmes recettes, on arrive au même résultat. Donc ce qu'il y a aujourd'hui dans le mouvement syndical burkinabé, si vous observez de près, à quelques différences, vous allez voir ce même système-là en France. Donc nous sommes beaucoup influencés toujours par cet héritage colonial. C'est pourquoi il est très important que ce genre de débat ait lieu pour que nous puissions au moins avoir un syndicat à la burkinabé. Peut-être qu'en réalité, on n'en a même pas besoin parce que nous avons, avant l'arrivée de ce syndicat-là, d'autres moyens, par exemple, de régler certains problèmes au niveau social. Peut-être que ces moyens peuvent renaître et peuvent nous permettre enfin d'asseoir une nation qui serait à l'image de ce que nous sommes vraiment à notre véritable identité. Vous êtes à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Notre invité du jour, c'est M. Nicolas Zemané, expert sur les questions administratives et enseignant en droit public à l'université Norbert Zongo. Alors, il y a une différence quand même entre les syndicats anglo-saxons et les syndicats francophones. La différence est à quel niveau? Bon, je ne dirais pas une différence. Peut-être déjà dans la création, ou du moins dans la naissance, le syndicalisme est né d'abord au niveau francophone, notamment en France. Hein. Peut-être cela peut être lié, ça je ne sais pas, peut-être les sociologues ou les historiens vous le diront un peu mieux que moi. Peut-être ça peut être lié aussi à la configuration sociale. Mais en Angleterre, par exemple, il y a eu de fortes lutte syndicale, c'est-à-dire sous l'industrialisation, surtout même avant la Première Guerre mondiale, avant 1914, il y a eu pas mal de luttes syndicales. Donc la différence n'est pas autant grande que ça, si ce n'est qu'au niveau anglo-saxon, les syndicats sont bien regroupés dans des grands, si vous voulez, dans des grands ensembles, tandis que dans les systèmes francophones, les syndicats ont tendance à exploser de toutes parts, c'est-à-dire un nouveau corps égale à un nouveau syndicat pratiquement dans le monde francophone, tandis qu'au niveau anglo-saxon, il y a une tradition de syndicats forts qui sont là, qui permet à tout travailleur qui veut bien sûr être syndiqué d'adhérer simplement. Sinon la différence fondamentale n'existe pas puisque la lutte a été universelle. D'ailleurs Karl Marx le rappelait dans son ouvrage Le Capital, justement quand il appelait les prolétaires de tout le monde entier de se révolter. C'était la même lutte. Un prolétariat très très exploité, très soumis aux règles, c'est-à-dire impossible de travail, face à un patronat qui était insouciant. Donc la lutte était la même entre le syndicat anglo-saxon et le syndicat francophone. Donc c'est peut-être au niveau de l'organisation que les choses sont un peu différentes, comme je l'ai dit. Alors, mais en termes de bruit, en termes de grève, des syndicats qui se font entendre, je veux dire,
on a l'impression que les francophones font beaucoup plus de mouvements que les anglophones, même si on se réfère au continent africain. Dans l'espace francophone, on a l'impression qu'il y a plus d'ampleur, le mouvement syndical bouge plus que dans les sphères anglophones. Bon, tout à fait, ça c'est vrai. Bon, c'est vrai, vous faites bien de faire l'allusion entre la grève et le syndicat, parce que c'est l'une des conditions, si vous voulez, le syndicat est l'une des conditions pour pouvoir aller en grève. C'est-à-dire, on vous dit qu'on ne peut avoir de grève que dans le cadre d'un groupe, c'est-à-dire d'une concertation. Donc, sans le syndicat, pas de grève. Et le fait qu'il y ait beaucoup plus de bruit dans les syndicats, ou du moins dans les systèmes francophones plutôt que dans les systèmes anglo-saxons, c'est lié tout simplement à la volonté politique. Parce que de toute façon, le syndicat est toujours face à un patronat, face à un pouvoir qui est là. Et plus il y a de la cohérence, plus il y a de la sincérité en face, plus le syndicat aura à faire moins de bruit. Or, dans le système francophone, on le sait très bien, les promesses sont faites, ne sont jamais tenues. Les promesses faites du moins ne sont jamais tenues. Donc, il y a une tendance à une recrudescence de la lutte syndicale, notamment des grèves. Donc, c'est ce qui peut expliquer tout simplement cela. Et bien sûr, il y a une tradition, comme je l'ai dit, assez vieille, de contestation, c'est-à-dire qui est née d'abord dans le système francophone avant d'arriver au système anglophone. Parce que les patrons anglo-saxons ont eu le temps de prendre en compte les défaillances du système francophone pour parer, si vous voulez, la recrudescence de la lutte syndicale à leur niveau, en tenant compte d'un certain nombre de conditions, notamment l'égalité de traitement, l'égalité de salaire entre certains ouvriers, entre les conditions des femmes. Les anglophones étaient bien avant, c'est-à-dire en avance du moins sur le système francophone. Donc ça veut dire qu'ils ont su dès les premiers moments prendre des mesures afin de contenir le mouvement syndical. Par contre, au niveau francophone, on a pris du temps. Il a fallu vraiment passer par des luttes solides pour arriver justement à ce qu'on a appelé aujourd'hui la consécration du droit syndical dans la Constitution et même dans les textes régissant l'ensemble des travailleurs et de la fonction publique. Ok, il y a aussi, on rentre dans, comment on appelle ça, dans les questions de grève. Alors, il y a la grève qui fait partie d'un des moyens de lutte, mais il n'y a pas que, comment on appelle ça, la grève comme seul moyen de lutte. Tout à fait. Oui. Non, à l'école syndicale, on nous dit le plus souvent que la grève même c'est l'ultime moyen. C'est l'ultime moyen, c'est-à-dire quand vous en arrivez là-bas, c'est que, c'est-à-dire les autres moyens ont échoué. Sinon, le syndicat d'ailleurs c'est ce que les politologues nous disent aujourd'hui, les syndicats sont des partenaires sociaux. Voilà, ils sont des partenaires sociaux. Il y a le syndicat d'une part et il y a le patronat d'autre part. Donc vous permettrez que je fasse le parallèle entre le syndicat dans le public et le syndicat dans le privé. Donc quand je parle du patronat, je suis dans le syndicat privé. C'est-à-dire il y a le syndicat et il y a le patronat. Le patronat aussi est un groupe, bien sûr, de personnes qui défendent leurs intérêts. Tandis que dans le public, on a le syndicat d'une part et nous avons le gouvernement de l'autre part. Je pense que nous avons une tradition de rencontre gouvernement-syndicat qui a toujours été tenue pratiquement sur une bonne période sous les mandats de Blaise Compaoré et je pense Roch Kaboré avant que cela ne s'estompe. Donc il y a cette tradition de négociation, de concertation qui permet au syndicat de faire passer un certain nombre de revendications liées notamment aux doléances de la base. Donc quand vous prenez le secteur privé, je pense que l'une des doléances par exemple chez nous c'était la révision du code du travail qui est en bonne voie, je l'espère très bien. Donc il y a ce qu'on appelle les concertations. Bon, le syndicat n'a pas que ça à faire, il y a la formation aussi que le syndicat fait au profit de ses membres. Et cette formation, c'est bien sûr comment défendre ses intérêts, comment être un travailleur, si vous voulez, loyal, comme un travailleur efficace. Le syndicat est vraiment un véritable partenaire lorsque les relations sont bonnes avec le patronat. C'est la même chose dans le public où le syndicat doit être un partenaire du gouvernement. Donc l'un dans l'autre, il y a plusieurs façons pour le syndicat de défendre les droits, notamment moraux et matériels, de ses membres. Par exemple, le syndicat peut représenter, le plus souvent c'est le cas d'ailleurs dans la police, le syndicat représente les membres devant les instances judiciaires et administratives. Et ça, ce sont si vous voulez, les rôles premiers du syndicat. La grève arrive, comme je l'ai dit, comme l'ultime moyen de lutte lorsque justement le camp d'en face n'entend pas entendre de la bonne oreille, en tout cas les revendications qui peuvent certainement être légitimes des travailleurs ou des fonctionnaires. Donc en ce moment, la grève devient comme un moyen de pression. Voilà. Et c'est là que ça devient délicat, parce que la grève dans le privé n'est pas
n'a pas le même effet que la grève dans le public. Dans le privé, la grève aura tendance à faire diminuer les intérêts du patron, puisque le patron est là pour chercher des bénéfices. Donc la grève, c'est la cessation collective du travail. Ça aura l'impact de diminuer la production, donc diminuer forcément les bénéfices du patron. En ce moment, le patron est sous pression, il est obligé de réagir. Tandis que dans le public, où l'intérêt est général, une grève aura tendance à remettre en cause l'intérêt général. Parce que là, on n'a pas de patron. Il n'y a pas de patron pour dire que je suis en train de perdre. D'ailleurs, on a vu des indélicatesses ici venant de certains de nos ministres qui disent que si vous voulez, n'allez pas faire cours parce que nous, nos enfants ne sont pas là. Et c'est une vérité. Parce que le ministre d'aujourd'hui ne sera pas le ministre de demain. Alors que le patron, lui, il a même son entreprise qui sera léguée à ses enfants, ses petits-enfants. Il a plus intérêt à protéger face à la grève. C'est pourquoi nous, on a tendance à croire que personnellement, j'ai tendance à croire que la grève dans la fonction publique est un suicide collectif. Un suicide collectif parce que ça touche à l'intérêt commun, ça touche au service public qui doit continuer même en temps de grève. Tout à fait. Exactement, parce que le service public, c'est le service de tout le monde. Aller en grève en tant que fonctionnaire, c'est comme si vous alliez en grève contre vous-même. Contre vous-même, à moins que, et ça j'aime le préciser, à moins que la grève soit une grève générale. Ça c'est quelque chose que j'imagine, une grève générale qui vise l'intérêt général. Parce que c'est ça. Autant dans le privé, la grève vise des intérêts collectifs, mais d'un groupe donné, c'est-à-dire les travailleurs, autant dans le public, la grève doit viser l'intérêt aussi du groupe, les fonctionnaires. Mais il ne faudrait pas que ce soit les enseignants qui aillent en grève, après les enseignants, les médecins qui vont en grève, après les médecins, les gens de l'action sociale, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc cela rend faible, c'est-à-dire ça transforme notre administration publique en une administration précaire qui n'est pas capable de tenir justement cette obligation de continuité du service public. Et aujourd'hui, nous voyons l'impact que cela a aujourd'hui sur notre administration publique. Nous avons quasiment des administrations, des unités administratives qui ne fonctionnent plus du fait justement du fait qu'il n'y a pas eu cette solidification à la base, c'est-à-dire qui permettent aux gens de s'engager volontairement et de ne contester que lorsque le Rubicon vraiment est cassé. D'accord. Vous parlez d'entités administratives qui ne fonctionnent pas. Parfois aussi, il y a les conseils de discipline qui ont de la peine à se tenir. Qu'est-ce qui explique cet état de situation? Non, ça, franchement, je peux vous dire que c'est lié à la volonté politique. À la volonté politique, tout simplement. Sinon, nous avons tout le corpus juridique qui est là, qui est constitué. Tous les acteurs sont connus. C'est juste la volonté qui manque. Et comme vous le savez, nous avons une administration très socialisée, sociale et socialisée. Les gens ont tendance à considérer certains liens par rapport à des sanctions à prendre. Certains, parce que vous allez voir toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un dans l'administration qui peut intervenir pour éviter que cela se passe, ainsi de suite. Donc ça fait qu'à un moment donné, on commence et le dossier est bloqué parce que quelqu'un est intervenu et a demandé à ce que le dossier n'aille pas au bout. C'est souvent même des groupes, ce sont ce que j'appelle les groupes de pression, qui arrivent à faire en sorte que certaines instances comme les conseils de discipline ne tiennent pas. Sinon, je pense que de mémoire d'homme, il y a eu quelques conseils de discipline quand même qui ont eu lieu et qui ont donné des conclusions que nous avons tous suivies ici. Donc ça marche, mais pas vraiment comme cela devrait l'être. Et on attend bien sûr de meilleurs lendemains en la matière après cette transition. Alors, au niveau du Burkina Faso, l'industrialisation étant faible, la grosse part du syndicalisme, c'est dans l'administration publique ou privée. Mais lors des rencontres gouvernement-syndicat, ce qui est beaucoup plus discuté, ce sont vraiment les questions liées à la fonction publique. C'est vrai que les questions du privé sont abordées, mais c'est beaucoup plus les questions liées à comment on appelle ça, à l'administration publique. Alors qu'ailleurs, compte tenu de l'industrialisation également, dans le privé, on a des syndicats qui sont forts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer, comme on appelle ça, un changement de cap à ce niveau, ou bien ça risque de rester tel? En fait, je vais vous faire juste une remarque, vous allez voir pourquoi il y a beaucoup d'incohérences dans cette affaire. Effectivement, il y a cette concertation gouvernement-syndicat, mais vous n'occultez pas, ou du moins vous occultez peut-être sans le savoir, cette rencontre aussi qu'il y a entre le gouvernement et le patronat. Oui, tout à fait. Il y a ça, il y a cette rencontre. Donc, si vous voulez, il y a quand même trois parties ici qui sont identifiées. On a le patronat, on a le syndicat et on a le gouvernement. Donc, quand on parle de rencontre gouvernement-syndicat, les gens ont tendance à croire que c'est les syndicats de la fonction publique. Or, c'est tous les syndicats, y compris le privé. Donc le gouvernement rencontre les syndicats du privé et les syndicats du public. En ce moment, quel statut le gouvernement a dans cette rencontre?
C'est en tant que parti ou en tant qu'arbitre. Parce que le plus souvent... Ou en tant qu'employeur aussi. L'État, justement, le gouvernement n'est pas employeur. C'est l'État qui est employeur. Oui, tout à fait. C'est l'État qui est employeur. Oui. Le gouvernement n'est pas employeur. Le gouvernement est un acteur qui permet, c'est-à-dire le bon fonctionnement des institutions. Donc, en temps normal, dans le meilleur des mondes, si vous voulez, ce type de rencontre-là, ça devait être entre le patronat et le syndicat. Et le gouvernement est là comme l'arbitre. Mais comme nous avons un syndicalisme public qui est dominant, vous l'avez rappelé, il va sans dire que le gouvernement est obligé d'être parti à des concertations avec le syndicat, mais en même temps d'être l'arbitre de cette partie. C'est pourquoi il y a souvent des couacs. Lorsque des décisions sont prises pendant ces concertations, quand le gouvernement retourne justement dans son conseil, il ne sait pas s'il faut agir en tant qu'arbitre ou agir en tant qu'acteur. Oui. Le plus souvent, c'est les deux. Le gouvernement est obligé de faire certains arbitrages. Et souvent, les syndicats se sentent trahis. Mais avec juste raison, parce qu'ils n'ont pas eu la rencontre avec, c'est-à-dire leur interlocuteur était dual. C'était un interlocuteur qui avait deux têtes, à la fois en tant qu'arbitre et en tant qu'acteur. Mais quand c'est comme ça, on dit que vous êtes juge et partie, ça devient difficile à gérer. D'où la difficulté, si vous voulez, la difficulté de gestion de certaines revendications syndicales par le gouvernement. Surtout lorsque des points de vue sont tranchés, comme on l'a eu ces 2-3 dernières années dans notre système. Le gouvernement a tendance à mettre certains dossiers dans les tiroirs parce qu'il l'a accepté en tant qu'acteur et non en tant qu'arbitre. Donc, arrivé au niveau de l'arbitrage, on est obligé de dire « Ah, ça ne peut pas passer. » Même si on a dit qu'on a fait la promesse, ça va être difficile de faire passer. Et on met ça dans le tiroir. Et le syndicat, se sentant trahi, bien sûr, va dire que le gouvernement ne tient pas sa parole. Et donc, le gouvernement est de mauvaise foi en ce moment. Le syndicat estime que le gouvernement est de mauvaise foi. C'est pourquoi il faut peut-être penser créer une instance particulière, une instance assez indépendante qui va s'occuper des questions syndicales dans le public. Oui, je pense que c'est... Ça ne va pas créer des conflits sur le plan de l'application, sur le plan hiérarchique? Non, je pense à un système c'est-à-dire, si vous voulez, multipartite en fait. Dans cette structure, le syndicat même va siéger. C'est-à-dire ça va être comme une sorte de conseil d'administration qui s'occupe de ces questions-là, avec des techniciens avisés et qui font ce qu'on appelle des recommandations au gouvernement. En ce moment, ça devient un organe consultatif du gouvernement. Ça va permettre de sortir justement de ces promesses non tenues. Parce que je ne vois pas un homme politique qui va venir et qui va vouloir appliquer tout ce que le syndicat veut à la lettre. Dans la forme actuelle, ils auront l'impression d'être faibles. Parce que dans le jeu des acteurs en sciences politiques, le syndicat est censé être un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir, si vous faites tout ce que le contre-pouvoir veut, en fait, ça devient une forme de pouvoir du syndicat, on va dire ça. Et c'est pas exclu qu'on ait un pouvoir du syndicat à un moment donné, si vous suivez un peu mon regard. D'accord. Alors, vous êtes à l'émission Monde Politique et notre invité du jour, c'est M. Nicolas Zemané, expert sur les questions administratives, enseignant de droit public à l'université Norbert Zongo. Il enseigne également les institutions administratives comparées à l'ENAM. Alors, nous poursuivons notre émission, mais il y a aussi le lien parfois supposé ou avéré, certaines personnalités politiques en parlent. C'est le lien entre le syndicalisme et la politique. Ah, forcément, il y a un lien entre le syndicalisme et la politique parce que, comme j'ai dit, le syndicalisme, déjà, c'est un mouvement qui naît dans un système donné, un système économique ou politique donné. Plus le système est d'exploitation, plus le syndicalisme sera exacerbé. C'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup dans l'histoire lient la naissance du syndicalisme au capitalisme économique et politique. Donc, plus il y a eu de l'exploitation des plus petits, des plus pauvres, des prolétaires, plus le syndicalisme est né. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que naturellement, le syndicat a plus tendance à prospérer lorsque les régimes sont à tendance sociale, démocratie par exemple, c'est-à-dire les régimes de socialisme, c'est-à-dire inspirés encore, ou du moins qui tirent encore leur fondement du marxisme. Vous allez voir que dans ces genres de régimes-là, le syndicat est plus à l'aise. Mais plus le régime est libéral, tend à être un régime justement où c'est la concurrence qui est le maître mot, où chacun doit se battre pour avoir ce qu'il veut. Vous allez voir que le syndicat va être moindre. Je prends l'exemple des États-Unis. Vous allez voir qu'il y a moins de syndicalisme aux États-Unis parce que le système est un système qui n'a pas de temps à ces genres de tergiversation, où c'est la compétence, la concurrence qui marche. Tandis que quand vous prenez des régimes où on a une forme de reconnaissance, si vous voulez, sociale de certaines
actions, le syndicalisme va naître. Donc moi je fais le lien théorique d'abord entre le syndicalisme et le politique. Voilà, on a même vu à un moment donné ici des syndicalistes qui se sont érigés si vous voulez, en des personnes s'opposant à un type d'idéologie, voilà, donnée, c'est-à-dire défendue par certains candidats. Donc ça, ce sont des faits réels. Mais c'est pas ce lien-là seulement qui suffit. Le lien qu'il faut envisager aussi, c'est le lien justement d'influence. Le syndicat est un moteur d'influence du pouvoir politique, à plus d'un titre. C'est-à-dire, comme je dis, quand il y a un jeu d'acteurs, de toute façon, il n'y a pas de la passivité. Chacun cherche à être le plus actif possible. Et pendant longtemps, prenons de 60 à maintenant, vous allez voir que nos syndicats ont toujours su influencer d'une manière ou d'une autre les décisions politiques. C'est en cela que pour moi, le syndicat a un lien avec le politique. Je ne parle pas des accointances avec des hommes politiques et autres, parce que ça relève de la vie privée des uns et des autres. On ne pourrait pas les citer dans le cadre de cette émission. Mais théoriquement, oui, le syndicat, tout comme par exemple le système associatif d'une manière générale, connaît des accointances ou ont des liens avec le pouvoir, avec le politique, avec la politique d'une manière générale, mais cela peut avoir à la fois un effet pervers et un effet positif. D'accord. Mais il y a, vous avez dit que les syndicats chez nous ont beaucoup influencé parfois les décisions politiques et tout et tout. On se rappelle de 1966 où le syndicat était réellement à l'avant-garde de la lutte pour la chute du président Maurice Yamégo. Mais en 2014, quand les hommes politiques sont allés demander un coup de main aux syndicats, les organisations syndicales ont dit qu'elles n'ont pas besoin d'une alternance, elles ont plutôt besoin d'une alternative. Conséquence, de façon officielle, les organisations n'ont pas appelé à prendre une part à la lutte, aux marches, aux différentes marches qui avaient été appelées par l'opposition, même si beaucoup de militants ont pris part, voilà, de façon, ça c'est de façon individuelle. Mais les organisations, non, elles n'ont pas appelé. Ce qui n'avait pas manqué de courroucer le regretté Souman Touré, qui estimait que c'était une erreur historique, parce que c'est en même temps une lutte politique, c'est une lutte pour les libertés et le respect des dispositions démocratiques dont les syndicats font la promotion. Vous, que pensez-vous de cette posture du syndicalisme des organisations syndicales burkinabées en ce moment? Là, je pense que c'était assez clair. Le leader de la lutte de 2014 était un libéral. Et comme je l'ai dit, les syndicats ne sont pas à l'aise quand ils sont à côté d'un libéral. Ils se méfient du libéral. Et ça, c'est naturel. Parce qu'un syndicat, il est plus, c'est-à-dire lié au social. Donc, le libéral pose un problème. Parce que, d'ailleurs, pour vous montrer qu'ils n'étaient pas forcément de mauvaise foi, en 2015, à la suite du coup d'État, quand même, ils ont mobilisé. Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'était pas tant contre la lutte, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contre la lutte. Mais ils avaient peur de s'afficher avec un libéral qui pourrait éventuellement être le dirigeant du pays à venir. Et ça pouvait effectivement tuer toute crédibilité du mouvement syndical. Donc, c'était purement stratégique. Donc, de façon principale, ce n'est pas pensable. C'est pas pensable, en fait. Je vous ai dit, prenez le cas des États-Unis, c'est difficile de voir émerger un syndicat fort aux États-Unis. Ou si vous voulez même prendre le cas au Burkina Faso, posez-vous juste cette question: pourquoi le privé n'est pas aussi fort au niveau syndical que dans le public? Parce que tout simplement, notre privé n'est rien d'autre qu'un privé libéral. On n'a pas de privé socialiste ici. C'est du capitalisme, là. Prenez les banques aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que les employés bancaires, là, sont dans de si bonnes conditions pour qu'ils n'aillent pas en grève? Pourquoi on veut modifier le code du travail? C'est justement, on veut tendre vers une certaine socialisation de l'entreprise au Burkina Faso. Parce que le mouvement libéral n'a pas le temps à la contestation. C'est-à-dire, c'est la production ou rien. Créer de la production pour tout le monde, oui, mais pas dans les revendications d'augmentation ou bien de réduction d'heures de travail, etc. Non. Donc, ça fait que c'était, comme vous l'avez dit, principiel pour le mouvement syndical. C'est stratégique. Pour moi, c'était stratégique. J'ai compris ça. Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, effectivement, et c'est là qui était dommage, et je pense que Souman Touré a eu raison, c'était que ça dépassait le simple cadre des enjeux politiques. Voilà. Il y avait effectivement, en 2014, des mouvements contre la vie chère. Ce qui est, me semble-t-il, l'un des chevaux de bataille du syndicat. Donc la vie chère, la précarité des travailleurs, tout ça c'était dans la plateforme revendicative. Mais la tête du leader dérangeait.
En tout cas, et d'un point de vue stratégique, il ne fallait pas se montrer avec ce dernier, sinon ça pouvait créer un problème de cohérence voilà, dans la lutte en fait. Donc sinon, je ne pense pas que le mouvement syndical burkinabé ait raté un rendez-vous dans l'histoire des luttes au Burkina Faso. D'accord. Mais il y a aussi des liens, en plus des liens politiques, il peut y avoir des liens idéologiques qui sous-tendent l'agir syndical et qui peuvent effectivement influencer le jeu politique. Tout à fait, c'est le cas actuellement même dans notre système, parce que quand vous prenez, je vois un peu l'idée, vous prenez par exemple, il y a des syndicalistes qu'on qualifie de rouges par exemple, c'est purement idéologique, hein. On est dans le communisme pur et dur. Il y a d'autres qui se disent de lutte de classe, d'autres disent de progressiste. Or, en réalité, vous savez, je dis souvent, nous avons hérité de certains systèmes, mais nous refusons de suivre l'évolution de ces mêmes systèmes-là. Depuis 1990, cette histoire de lutte des classes-là n'a pratiquement plus de sens. Ah oui, ça n'a plus de sens dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, le monde socialiste est mort de sa propre mort, sinon le monde communiste est mort de sa propre mort. D'ailleurs, c'est ce que Samuel Huntington nous le rappelle dans son ouvrage La fin de l'histoire. L'histoire est finie après la chute du mur de Berlin, après les années 90. Le libéralisme a gagné. Aujourd'hui, vous regardez n'importe quel régime socialiste soit-il, vous verrez que les pendants de son économie, c'est purement des pendants libéraux. On ne peut plus faire du socialisme au sens strict du terme. D'ailleurs, la fonction publique aujourd'hui de plus en plus se désengage des secteurs sociaux parce qu'elle n'a pas le choix. On assiste à peine hier nuit à l'augmentation du coût du carburant. Qu'est-ce que vous croyez? Mais aucune entreprise, aucune banque ne va donner son État et son argent à un État qui continue de subventionner des produits de rentabilité. Le carburant aujourd'hui, moi je pense que dans quelques mois, voire quelques années, ça va atteindre les 1000 francs. Parce que la fonction publique, le gouvernement ne peut plus. Il faut qu'on soit... Et ça, ce sont les réalités libérales. Parce qu'aujourd'hui, qui finance le monde? Ce sont les grands banquiers. Ce sont les grands industriels. Les États en soi n'ont pas d'argent pour financer d'autres États. Ce sont des entreprises privées. Or, une entreprise privée qui sort de l'argent, ben écoutez, c'est pour faire des bénéfices. Sinon, il va déposer son bilan le plus tôt possible. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, quand on est dans une certaine nostalgie de lutte des classes, vous partez en Europe, vous avez tendance que les gens se moquent même de nous, quoi. Il n'y a plus cette lutte de classe. Aujourd'hui, l'État doit avoir ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. C'est-à-dire prendre en charge une certaine partie de la société qui est dans des situations précaires. Et ça peut être fait. Ça, c'est même une obligation aujourd'hui. Ça tend à devenir même un droit fondamental. Mais parler de lutte de classe au XXIe siècle, franchement, c'est être nostalgique à un point où il faut craindre, en fait. Alors, la lutte des classes répondait à quoi exactement? Mais c'est comme je l'ai expliqué, le syndicalisme est né justement dans cette logique de lutte des classes, où il y avait, d'une part, des gens qui exploitent d'autres, et ceux qui sont exploités ne profitaient pas des produits de l'exploitation. Donc il y avait les patrons d'une part, ce qu'on appelait les bourgeois, et il y avait les prolétaires, c'était les ouvriers. Donc la lutte des classes avait pour objectif de créer ce qu'on appelle la naissance d'une classe émergente. Et cette classe émergente, c'est une classe intermédiaire entre les bourgeois et les prolétaires. Donc la classe moyenne. La classe moyenne, si vous voulez. Et aujourd'hui, je pense que cette logique-là, elle est toujours là, même si c'est sur d'autres terrains. Mais ce n'est plus une question de prolétaires contre bourgeois. La preuve est aujourd'hui, qui élit les dirigeants au Burkina? Mais ce sont les plus pauvres qui élisent les plus riches pour les diriger. Dans quelle lutte voulez-vous qu'on crée? Qui demande du travail aujourd'hui? Ce sont les plus pauvres qui vont vers les plus riches pour demander du travail. C'est à peine, même si le riche ne vous dit pas, je n'ai pas besoin de vous, hein. Je vous prends à la limite parce que vous cherchez du travail. Donc vous rentrez déjà là-bas affaibli, vous ne pouvez plus lutter. Donc vous rentrez à ces conditions. À ces conditions. Et aujourd'hui, regardez, le privé ne peut pratiquement pas aller en grève parce que justement, il y a cette précarité-là qui est là. C'est cette précarité. Donc, il faut qu'à un moment donné, nous acceptions que les temps ont changé. Et ces temps ont changé tel qu'on ne peut plus parler de lutte de classe et espérer un avenir meilleur pour nos travailleurs. Il faut être dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est ce qui fait que certains syndicats au Burkina qui étaient des syndicats de lutte de classe sont devenus d'obédience progressiste. Mais oui, ils sont d'obédience progressiste par la force des choses. Aujourd'hui, il faut mais même là encore, je dis, il faut qu'on se détache de l'idéologie, c'est-à-dire du syndicalisme fondé trop sur l'idéalisme là, pour aller dans le pragmatisme. Aujourd'hui, le syndicat doit être pragmatique. C'est-à-dire, comme je dis, se positionner en partenaire,
soit du gouvernement, soit du patronat, et faire en sorte que la logique soit une logique de négociation qui aboutit toujours à un résultat gagnant-gagnant. Et ça, c'est possible. C'est possible. C'est possible parce que nous avons des travailleurs aujourd'hui qui deviennent après des patrons, mais ils ne font pas mieux que les patrons qui étaient déjà là. Comme on a des syndicalistes qui deviennent après des ministres qui ne feront pas forcément mieux que les ministres qui étaient là. Donc, c'est juste parce que l'idéologie, là, on ne peut pas trop s'asseoir sur l'idéologie et dire qu'on défend une cause. Non, ça, c'est fini. La fin de l'histoire... On est dans une forme de choc maintenant, c'est-à-dire entre des intérêts. C'est le choc des intérêts ou le choc des civilisations, voilà, dont Samuel Huntington en parlait. Donc la fin de l'histoire, c'était plutôt Francis Fukuyama. Donc Samuel Huntington nous parle de choc de civilisation. Et ce que vous lisez très bien entre les lignes, aujourd'hui, ce sont les chocs des intérêts. Il faut que les intérêts se rencontrent. Il faut qu'on trouve le juste milieu. Et c'est en cela que d'ailleurs la science politique, dans sa production, parle de plus en plus du syndicat comme un partenaire du pouvoir politique, un partenaire du patronat. Et c'est ce qu'il nous faut. Parce que se regarder en chaîne de faïence, ça c'est fini, ça, ce n'est plus possible. Bon, quand on va voir, j'attends de voir le contenu du corps du travail, du nouveau corps du travail, mais ça m'étonnerait que ça soit trop différent, par exemple, de celui qui est en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, parce qu'il faut regarder un peu partout pour voir comment les choses évoluent. Ou bien au Rwanda, vous allez voir que c'est toujours la même tendance qui est là aujourd'hui, parce que le libéralisme économique là a atteint un niveau où on ne peut plus parler d'un socialisme économique aujourd'hui, qui sont d'ailleurs la France aujourd'hui est l'un des pays qui souffre le plus de ces relations de travail parce que justement elle est incohérente en matière d'idéologie. Donc soyez plus explicite en la matière. Parce que tout simplement quand vous prenez le président Macron, il est arrivé avec un esprit purement de libéral. Alors qu'il est descend socialiste lui-même. Justement, qu'est-ce qu'il a fait pour gagner les Français, pour avoir les Français entre guillemets? Il ne s'est pas déclaré, il n'a pas déclaré une idéologie. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui est issu d'un mouvement. C'est-à-dire la France en marche. Il a profité, il a surfé sur les difficultés du moment d'un régime socialiste qui venait de succéder à un régime libéral. Qui n'a pas réussi à résoudre les problèmes des Français. Il vient sous la coupe du moins de celui qui est en marche avec les Français pour finalement se retrouver avec quoi? Le plus grand nombre de privatisations, le plus grand nombre de baisses de salaire, le plus grand nombre de diminution de l'âge de la retraite ou de l'augmentation de l'âge de la retraite, etc., etc. Donc aujourd'hui, les Français sont perdus, pour dire vrai. Ils ne savent plus qui choisir. Entre la droite qui a disparu complètement de la circulation et la gauche qui ne sait plus, qui ne se rappelle plus de son identité, on est face peut-être à un front national qui va finir par prendre le pouvoir. Ça, ce sont des prévisions de certains grands penseurs, justement, grands savants, justement, d'ici les années 2040. C'est pas exclu que le Front national prenne définitivement le pouvoir. D'ailleurs, ces mouvements, on l'a vu aux États-Unis aussi, où Donald Trump est venu. Il n'y a pas plus nationaliste que lui. Mais un nationaliste libéral, vous allez voir. C'est-à-dire, dans toutes les tendances aujourd'hui, le libéralisme est présent, c'est le dénominateur commun. Que vous soyez communiste, je dis le communisme. Comme la Chine. Comme la Chine. Un parti communiste chinois. Est-ce qu'il y a un pays plus libéral que la Chine? Pourtant, on parle du parti communiste qui dirige la Chine. Le libéralisme domine le monde. Et ça, c'est depuis les années 90. Et Cuba, qui a une longue tradition également de communisme. Mais aujourd'hui, Cuba a plus que jamais besoin du libéralisme pour s'en sortir. D'ailleurs, ils ont salué de tous leurs vœux, justement, la levée de l'embargo américain que Barack Obama a fini par le faire. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre en vase clos. Et on a plus besoin de ceux qui ont l'argent. Et qui sont ceux qui ont l'argent? C'est le privé. Le privé ne fait pas du socialisme. Le privé ne fait pas du socialisme. Vous êtes à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision TV. Lors comment on appelle ça, avec pour inviter M. Nicolas Zemané. Alors, nous poursuivons notre émission. Alors, parfois pour les nominations, des leaders syndicaux sont sollicités. Et poliment, il décline l'offre disant que ce n'est pas de leur mission d'aller dans un gouvernement. Même l'actuel ministre de la fonction publique, avant d'y aller, il n'était plus le patron de la CGTB. Il avait déjà passé la main avant d'y aller. Alors, donc, il y en a qui acceptent, il y en a qui... Mais rarement les leaders acceptent abandonner la charge syndicale pour aller dans un gouvernement, apporter sa touche. Pourquoi ? Je pense que c'est idéologique aussi, c'est principiel, vous l'avez dit. En fait, en réalité, c'est dû à l'incohérence. Sinon, normalement, quand on vous donne l'occasion de servir votre État, vous ne le refusez pas pour rien au monde, à moins qu'il y ait un texte qui l'interdise. Mais vous allez voir que ce sont des positions personnelles. Je ne pense pas que Tolé Sayon aurait eu la même attitude que M. Bassolman Bazier. Pourtant, nous avons entendu qu'il a décliné comment on appelle ça, la même attitude vis-à-vis comme Bassolman Bazier, c'est-à-dire...
Non, moi je dis ça parce qu'il n'allait pas être dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il ne veut pas, en tant que responsable syndical, trahir sa cause. C'est-à-dire c'est plus personnel. Je veux que nous considérions les caractères personnels des uns et des autres. Beaucoup plus personnels. Sinon, des choix personnels. Sinon, il n'y a pas une interdiction. Il y a juste un problème de cumul qui ne peut pas être posé. Donc, sinon, à ce niveau, c'est tout comme certains de l'opposition ont été sollicités, ils ont refusé en disant non, je préfère ne pas aller travailler avec ces gens parce que je suis opposé. Donc, or, le syndicat, comme je l'ai dit, vous êtes un contre-pouvoir, mais vous n'êtes pas un opposant. Le contre-pouvoir cherche à améliorer. Donc, il y a la possibilité de prendre congé de ses fonctions syndicales et partir. Mais comprenez, et d'ailleurs, vous voyez la délicatesse dans laquelle se trouve aujourd'hui M. Bassolman Bazi, même s'il n'était plus à la tête de la CGTB quand il partait, mais il y a quand même, les gens font toujours allusion à ce qu'il disait quand il était à la tête du syndicat. Donc il est dans une forme de, je veux dire, je ne souhaite pas être à sa place, c'est délicat. Ah oui, parce que pour le moment, on croit qu'il a trahi ses frères. Je lis souvent sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que non, le pouvoir change l'homme, non, le pouvoir révèle. Non, c'est toute la délicatesse. C'est peut-être ce qu'il cherchait à éviter depuis un certain temps. Parce qu'il n'y a pas en réalité d'anciens syndicalistes. On l'est. Je veux dire, quand on a une conviction dans certaines luttes, ça reste à nous. Donc même dans son activité ministérielle aujourd'hui, vous allez voir qu'il a plus tendance à penser aux travailleurs et aux fonctionnaires. Voilà. Mais est-ce que cela répond forcément à la ligne directrice du gouvernement ou pas ? Ça, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais une chose est sûre, je ne pense pas qu'il y ait un texte qui interdise à un leader syndical d'aller occuper des fonctions ministérielles si bien sûr il se décharge de ses fonctions syndicales. Ça relève des décisions personnelles, ça relève des choix personnels de ces personnes-là. Alors, d'un point de vue idéologique, les syndicats sont proches de la gauche ou de la droite? La gauche. Forcément, la droite, elle est plus libérale. Donc, les syndicats sont plus proches de la gauche. Mais pourquoi est-ce que des partis de gauche arrivent sollicitent des leaders syndicaux pour accompagner dans le gouvernement et les syndicats refusent? Parce que tout simplement, le syndicat n'est pas politique, ça c'est d'un. Et deuxièmement, ça dépend des personnes. Il y a pas mal, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de responsables syndicaux qui ont quand même occupé des postes de responsabilité dans certains pays, même dans le nôtre. Oui. Ouais, c'est parce que ce n'est pas médiatisé. Sinon, le syndicat n'est pas un parti politique. Parce qu'avant d'être syndicat, ou du moins les responsables syndicaux, même les agents publics, mais chacun quand même a son obédience politique. Hein. Chacun a son parti politique. Le syndicat ne remet pas en cause votre opinion politique en soi. C'est quand vous êtes responsable syndical que vous êtes affiché aux yeux des gens, qu'il est difficile de prendre certaines positions, c'est-à-dire politiquement. Sinon, moi, si vous parle, je suis syndiqué, je suis affilié à un syndicat, mais j'ai un parti politique aussi, pour lequel, bien sûr, je suis partisan. Donc, ça veut dire que, même si je venais à être nommé aujourd'hui, en étant affilié à un syndicat, je ne trahis pas non plus la cause de ce syndicat. Au niveau du Burkina Faso, il y a cette opinion qui tend à dire que les syndicats dénoncent, critiquent, mais ne proposent pas. Est-ce qu'il est fondamentalement du devoir du syndicat de proposer des alternatives? C'est le meilleur même. Si vous voulez, c'est l'un des premiers rôles même du syndicat, de proposer. Le syndicat ne doit pas attendre les défaillances du patronat ou les défaillances du gouvernement pour agir. Le syndicat doit proposer, il doit donner la bonne information, il doit former. Le syndicat n'est avant tout qu'une partie du travailleur. C'est-à-dire, ce sont des gens qui font partie du système de production. Et ce système de production a besoin de résultats. Donc le syndicat, en tant que partenaire, doit tout faire pour qu'il n'y ait pas, si vous voulez, de résultats négatifs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut combattre le type de syndicalisme qui consiste à surfer, par exemple, sur la mauvaise gouvernance de notre administration publique, c'est-à-dire de nos gouvernants, pour négocier des avantages. On a vu ici des gens qui ont fait pratiquement du chantage au gouvernement en disant que si leur doléance ne passait pas, ils dévoileraient certaines informations liées notamment aux caisses noires ou bien liées par exemple à certains avantages que les autorités ont. Je dis mais c'est ce que le peuple vous demande. Le peuple vous demande de dénoncer cela. Si vous êtes en connaissance, vous avez connaissance de certaines pratiques non catholiques, entre guillemets, dans le sens de la gouvernance, le rôle du syndicat, c'est de dénoncer. Et un des rôles, d'ailleurs, que moi, je passe mon temps à donner au syndicat, mais que beaucoup n'acceptent pas, le syndicat doit être le premier représentant, par exemple, du peuple. Je parle du syndicat public cette fois-ci, là. Le premier représentant du peuple devant la justice. Contester, attaquer même des décisions de justice, s'il le faut. Parce que sachez que quand une décision est réglementaire, à portée générale,
tous ceux qui ont intérêt, c'est-à-dire tout le monde, le syndicat peut contester ça. On peut contester des décrets devant le... Donc le syndicat peut se constituer même partie civile sur certains dossiers de la République. Bien sûr, c'est son rôle premier aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qu'on attend de plus en plus. Et je pense que si à un moment donné notre syndicat, surtout au niveau public, a souffert d'une certaine légitimité aux yeux du peuple burkinabé, c'est sa propension parfois à réclamer certains avantages en se fondant sur des mauvaises pratiques. Et ça, c'est très dangereux parce qu'en ce moment, c'est comme si l'État était une entreprise. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux comment? C'est dangereux parce que ça contribue à rendre l'État faible. Et je vous dis aujourd'hui, regardez simplement le système de recrutement de la fonction publique. Ça devient un problème à un moment donné. L'État ne peut plus recruter comme avant. Je ne dis pas que c'est bien que l'État... Les statistiques sont en baisse. Sont largement en baisse. Encore heureux que c'est Bassolman Bazié qui est venu encore augmenter les chiffres. Sinon, la tendance est qu'au fil des années, à un moment donné, il faut que nous arrêtions par exemple de recruter certaines personnes. Parce qu'on a passé notre temps à faire de la fonction publique sociale, socialisante, à cause par exemple de la lutte syndicale ou grâce à la lutte syndicale. Et à un moment donné, on se retrouve avec des effectifs inutiles. Donc, entre guillemets, masse salariale, on en a parlé ici à plusieurs fois, oui, tout à fait. Où on a dépassé le gap qui est prévu dans le système UEMOA, c'est-à-dire au niveau de la zone UEMOA. Le ministre Ouédraogo Séni a tenté maintes fois de revenir sur ça pour baisser, mais c'est des choses qu'on ne peut pas baisser. Parce qu'à moins qu'on ne fasse partir en masse une grande partie des fonctionnaires, ça va être difficile. Encore que la masse salariale, ce n'est pas seulement ce que nous touchons à la fin du mois, c'est aussi le fonctionnement même de l'administration. Tout ça, ça rentre en ligne de compte, les frais d'émission, les avantages, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous sommes face à cette difficulté. Quand le gouvernement augmente de 100 francs le prix du carburant, les gens ne savent pas d'où ça vient, mais ça vient de là. À un moment donné, quand vous recrutez 5-6 personnes pour un seul travail, il faut vous attendre à avoir des problèmes de trésorerie. Parce que vous avez fait du socialisme là où il ne fallait pas. L'État a le devoir de créer de l'emploi, mais pas le devoir de recruter. L'État a le devoir de favoriser un climat de création d'emplois, pas le devoir de recruter. Parce que recruter dans l'État, surtout en tant que fonctionnaire, c'est une grosse charge. C'est-à-dire sur une vingtaine d'années minimum, parce que quand la personne rentre, c'est minimum 15 ans. Hein. Vu une vingtaine d'années, on va dire dans la moyenne, c'est une charge que vous avez permanemment. Alors pour nous, ce qui est mieux, c'est quoi? Une fonction publique d'emploi ou de carrière? Moi, j'ai toujours pensé que la fonction publique d'emploi s'imposait. Parce qu'il y a certains corps qui vont forcément rester dans les fonctions publiques de carrière. Je pense notamment à des secteurs de souveraineté comme la défense. Même la défense, c'est à demi-mot. La justice, par exemple, là aussi, on peut faire des contrats d'objectifs, des contrats bien précis. Mais la diplomatie, ça, c'est quand même un secteur où on doit avoir une certaine permanence de carrière. Mais des corps, par exemple, comme l'éducation, on l'a tenté avec la loi 013, si je ne m'abuse, en 98, là, oui. avant la loi 081. On a, par exemple, la santé, où on peut faire justement cela aussi. On a des secteurs, tout ce que j'appelle secteur de production, c'est-à-dire économique, on peut migrer progressivement vers la fonction publique de métier, c'est-à-dire la fonction publique ouverte. Mais la fonction publique de carrière, quand elle est généralisée, elle devient lourde à porter à un moment donné par le budget de l'État, surtout quand vous profitez plus des investissements extérieurs pour vous développer. Madame, Monsieur, vous êtes à l'émission Monde Politique de Watt FM et de la télévision Free TV. Nous nous acheminons vers la fin. Le thème retenu pour notre émission aujourd'hui, c'est l'administration publique à l'épreuve du syndicalisme. Et donc, en temps normal, il ne devrait pas avoir des antagonismes entre, comme on appelle ça, l'administration publique et le syndicalisme. C'est des partenaires pour effectivement évoluer ensemble. Tout à fait. En fait, c'est parce que l'un ou l'autre des partenaires ne joue pas pleinement son rôle. Je suis d'accord que le syndicat au Burkina est souvent face à un pouvoir politique qui est félon, un pouvoir politique qui est malhonnête. Mais face à cette malhonnêteté, face à cette tendance à être dans la malgouvernance, le syndicat peut déployer d'autres moyens que la grève, d'autres moyens que la grève pour contrer ces personnes. Et je pense à la dénonciation. Nous avons la chance d'avoir de plus en plus un peuple mature. Un peuple qui comprend mieux. On a de plus en plus des canaux de communication. Il faut dénoncer. Et j'ai dit une fois de plus, il y a une chose, tant qu'on ne va pas prendre conscience de ça, on va souffrir dans ce pays, il faut que nous fassions confiance à la justice et surtout que nous fassions en sorte que la justice joue son rôle. Si de plus en plus il y a des dénonciations, de plus en plus il y a des condamnations, vous allez voir de plus en plus la société va s'améliorer, la bonne gouvernance va s'améliorer. Mais malheureusement, comme j'ai dit, vous avez pour vous, nous aussi nous voulons pour nous. Voilà.
si on augmente tout de suite des avantages de ministre, vous allez voir les syndicats, au lieu de contester l'augmentation, ils vont s'inscrire dans la logique de augmenter pour nous aussi. Et ça, c'est un esprit qui n'est pas bon. Moi, je préfère contester l'augmentation en me disant que c'est pas opportun, c'est pas légal, c'est pas légitime. On préfère être dans la lutte de contester, mais plutôt de dire que non, nous aussi nous voulons. Voilà. On accorde par exemple un statut autonome à tel corps. D'autres disent, nous aussi, nous voulons pour nous. Mais si le statut autonome accordé à tel corps, vous trouvez que c'est illégal, que c'est injuste, saisissez la justice. Combattez ça de sorte à ce que la chose redevienne normale. Mais si vous multipliez les irrégularités, parce que vous avez réclamé, c'est pas parce que les autres sont plus aimés ou pas, c'est parce que généralement c'est par des luttes syndicales. Et vous aussi vous inscrivez votre lutte syndicale dans la même logique. C'est dangereux. Mais nous sommes aussi dans un système où il y a beaucoup plus le corporatisme qui joue et qui ne facilite pas des choses. Parce qu'on voit des gens qui sont nommés dans des corps qui disent non, vous êtes des corps étrangers, vous n'êtes pas de tel profil, vous ne devrez pas être là. Et c'est aussi une des gangrènes de notre administration. Ce problème, je le résous avec la proposition suivante. Faisons de la désyndicalisation de l'administration publique. Faisons en sorte qu'il y ait moins de syndicats. On en a parlé. Faisons en sorte qu'il y ait peut-être 1 ou 2 syndicats. C'est-à-dire, tout au plus, chaque corps, un seul syndicat. Ça aussi, pour moi-même, c'est encore grand. Est-ce que c'est possible? C'est possible, en fait. Si on peut dépolitiser, on peut quand même désyndicaliser. Je me dis... Sinon, dites-moi comment on dépolitise. On peut le faire. Faisons en sorte que dans un ministère, il n'y ait plus de 2 syndicats. D'ailleurs, je dis, mon idéal, c'est qu'il y ait une seule force syndicale publique. Parce que l'intérêt général, là, il est indivisible. Donc, plus vous divisez, plus ça devient divisé. C'est pourquoi c'est parce que du moins nous sommes dans une logique de plagiat du syndicalisme privé, là, que dans la fonction publique, on a autant de syndicats. Et les textes le permettent, excusez-moi du peu, les textes le permettent, je ne suis pas en train de remettre en cause leur existence, ce sont des suggestions. Donc on gagnerait à avoir un syndicat public qui va être une force contre le gouvernement, parce qu'il n'y a pas 2 gouvernements, hein, qui va être fort contre le gouvernement, fort contre n'importe quel ministre. C'est-à-dire si le syndicat, tous, le gouvernement tremble. Il faut ça. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il y a certains syndicats, ils peuvent crier, vilipender, faire tout ce qu'ils veulent. Le gouvernement ne bouge pas d'un iota. Parce que le gouvernement a d'autres entités syndicales qui les soutiennent déjà. Donc, plus vous êtes séparés, plus on vous domine. Créez un seul syndicat, un groupe. Ou bien, je ne sais pas, il y a des formules. On peut faire 3 bons syndicats en fonction de la stratégie que nous avons. Mais plus vous êtes nombreux, plus ça va être divisé. Donc cette tendance au corporatisme là vient aussi du fait que voilà, nous avons des ministères qui ont 3, 4, 5 syndicats. Parfois plus. Parfois plus, à quoi bon? Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission hein, parce que le temps qui nous a été imparti est terminé. Nous vous disons merci. Je peux avoir un dernier mot? D'avoir répondu présent. Un dernier mot seulement. Mot de fin, pas dernier mot parce qu'après... Ok, mot de fin. Mot de fin alors. Merci bien. Nous avons toujours besoin de vous soutenir, donc pas de dernier mot. Allez-y. D'accord. Mot de fin, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de la méprise. Hein. Le syndicat est un mouvement très important. Et dans le public et dans le privé. Seulement, il faut que chaque syndicat, que ce soit celui dans le privé, soit conforme à ses objectifs, c'est-à-dire de lutter contre le patronat, et celui dans le public, de lutter pour l'intérêt général et non contre le gouvernement. Voilà qui est bien dit et qui est bien résumé. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous.